Depuis la nuit des temps, le cerveau humain n'a jamais été conçu pour la maîtrise, mais pour la survie. Il est un organe ancien, façonné par des millénaires de fuite et de recherche, un mécanisme de défense avant d'être un instrument de création. Chaque fois que tu t'imposes une règle, une limite, un effort volontaire, il se cabre comme un cheval qu'on veut dompter. Ce n'est pas de la faiblesse morale, ni un manque de volonté, c'est simplement la nature profonde de ton système nerveux. Il cherche la voie la plus rapide vers le plaisir et la sécurité, et fuit tout ce qui ressemble à la contrainte. Ton cerveau n'a jamais voulu ton bonheur futur, il veut ton confort immédiat. Il te ment doucement, avec des voix intérieures qui te disent « Repose-toi, tu feras ça demain, ce n'est pas si important ». Parce que pour lui, tout ce qui consomme de l'énergie est une menace. Dans son langage primitif, discipline rime avec danger, car dans l'époque de la chasse et de la peur, tout effort inutile pouvait signifier la mort. Voilà pourquoi tu ressens ce tiraillement si familier entre la volonté de changer et le besoin de rester dans ta bulle de sécurité. Ce n'est pas un défaut moral, c'est une architecture biologique. Mais l'homme moderne vit dans un monde où sa biologie est devenue son ennemi intime. Ce cerveau, autrefois précieux pour survivre dans la savane, te condamne aujourd'hui à la stagnation, à la fuite, à la distraction permanente. Il te pousse vers les écrans, vers la gratification rapide, vers le sucre, les notifications et les illusions de victoire instantanée, parce qu'il a trouvé dans ces artefacts modernes les équivalents chimiques des fruits interdits d'autrefois. Ce n'est pas que tu manques de courage, c'est que tu combats un adversaire qui habite en toi, un stratège rusé qui parle ta langue et connaît tes faiblesses mieux que personne. C'est lui qui t'a convaincu que la discipline était une prison, alors qu'elle est la seule porte de sortie du chaos. Il t'a fait croire que le confort était un droit, alors qu'il est la forme la plus douce de l'esclavage intérieur. Chaque fois que tu décides de te lever plus tôt, d'écrire une page de plus, de t'entraîner malgré la fatigue, il t'envoie une armée d'arguments. Tu n'as pas besoin de ça. Tu mérites un peu de repos. Ce n'est pas grave si tu arrêtes aujourd'hui. Et parfois tu cèdes, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Le cerveau n'est pas un outil docile. Il est un enfant capricieux qui hurle à la moindre frustration. Il faut le comprendre pour pouvoir le tromper, car tu ne peux pas vaincre ce que tu ne comprends pas. Le paradoxe, c'est que la liberté intérieure ne commence pas avec la domination de soi, mais avec la compréhension de ta propre mécanique. Savoir que ton esprit te joue des tours, c'est déjà reprendre le pouvoir sur lui. Imagine que tu vis avec une créature qui déteste l'effort, mais adore la récompense. Elle veut la satisfaction sans le travail, le fruit sans la semence, la gloire sans la persévérance. Ton rôle n'est pas de la combattre frontalement, mais de la séduire, de la manipuler doucement, de la convaincre que la discipline n'est pas un fardeau, mais un jeu où elle peut aussi gagner. Le premier pas, c'est de reconnaître cette illusion du contrôle. Tu crois commander ton esprit, mais c'est lui qui dirige tes désirs. Il agit comme un roi invisible qui t'accorde l'illusion du choix, alors que la plupart de tes décisions ne sont que des réactions à ses impulsions. Quand tu choisis le confort, ce n'est pas toi qui choisis, c'est lui qui t'a choisi. Et c'est là que commence la vraie transformation, dans ce moment précis où tu comprends que la discipline ne consiste pas à imposer la force, mais à reprendre la conscience. La lucidité devient ton arme la plus puissante, car voir les chaînes, c'est déjà les fissurer. Le cerveau humain déteste la discipline parce qu'il ne la comprend pas. Il n'a pas été conçu pour le progrès, mais pour la survie. Pourtant, le monde moderne exige l'inverse. Survivre n'est plus un problème, évoluer en est devenu un. L'homme qui ne discipline pas son esprit est condamné à être esclave de lui. Celui qui le trompe, en revanche, devient libre. Alors, avant même d'apprendre à être discipliné, il faut apprendre à observer ce qui en toi résiste à la discipline. Chaque paresse, chaque distraction, chaque renoncement n'est pas une faute morale, mais un message biologique.
Ton corps te dit qu'il veut préserver ton énergie, ton esprit que l'inconnu l'effraie. Accepte cette peur, regarde-la en face et souris. Parce qu'à partir du moment où tu la reconnais, elle perd son pouvoir. Ce n'est pas la discipline qu'il faut aimer d'abord, c'est le processus de démasquer ton propre cerveau. La vraie ruse commence là. Faire de ton esprit ton allié en le comprenant, non en le punissant. Et peut-être qu'à force d'observer ce théâtre intérieur, la lutte entre le désir immédiat et la volonté profonde, tu commenceras à sentir le déplacement subtil du pouvoir. Car ce que tu appelles « toi » n'est pas la voix qui cède, mais celle qui regarde. Le cerveau déteste la discipline parce qu'elle menace son règne de réflexes et d'habitudes. Mais le simple fait que tu sois conscient de cette guerre intérieure prouve déjà que tu peux en sortir victorieux. La discipline n'est donc pas une guerre contre soi, mais une danse avec son propre chaos. Le jour où tu comprendras cela, ton esprit cessera de fuir l'effort et commencera à s'incliner devant lui, non par soumission, mais par respect. Parce qu'il aura compris enfin que la douleur du progrès est la seule forme durable de liberté. Tout commence à l'intérieur, dans ce champ de bataille silencieux que personne ne voit, là où se heurtent deux forces contraires, celle du plaisir immédiat, impérieuse, vive, brûlante comme une flamme qui veut tout consommer, et celle plus calme, plus lente, presque invisible, de la volonté profonde, qui parle bas mais ne renonce jamais. Ce duel se joue chaque jour dans le moindre geste, dans la moindre décision, et c'est de ce combat que naît la forme la plus intime de la discipline. Le cerveau, fidèle à sa logique primitive, penche toujours du côté du désir immédiat, car il confond urgence et importance. Il cherche la récompense, non la signification. Il veut ressentir, non comprendre, et pourtant, dans le fond de l'être, quelque chose résiste, une présence muette qui aspire à plus, une conscience qui sait que ce plaisir instantané est une illusion, un mirage qui s'évanouit dès qu'on l'atteint. Cette tension entre les deux forces crée le bruit de fond de la vie moderne, la promesse de bonheur permanent et l'incapacité d'y accéder autrement que par la fuite. Le matin, lorsque tu ouvres les yeux et que ton corps cherche déjà la chaleur du lit, c'est la voix du désir immédiat qui parle. Dors encore un peu, rien ne presse. Mais dans ce murmure familier, une autre voix s'élève, presque imperceptible, celle qui te rappelle ce que tu veux vraiment devenir. Cette voix-là ne crie pas, elle ne promet rien d'immédiat, elle attend que tu la reconnaisses. Elle représente la partie la plus noble de ton esprit, celle qui se souvient de ton potentiel, même quand tout en toi veut l'oublier. La guerre intérieure, c'est ce dialogue sans fin entre ces deux langages, celui du confort et celui du sens. Et l'erreur la plus fréquente, c'est de croire que l'un doit détruire l'autre. En réalité, la victoire vient lorsque tu cesses de vouloir tuer ton désir et que tu apprends à le réorienter, à le domestiquer. La discipline ne consiste pas à éteindre la flamme, mais à lui donner une forme. Le désir immédiat n'est pas ton ennemi, il est ton énergie brute, ton carburant. Sans lui, tu n'aurais pas la force de te lever, de créer, d'aimer. C'est une matière première qu'il faut transformer, non réprimer. Le problème, c'est que ton cerveau a appris à l'associer à la gratification la plus facile, au plaisir instantané, la nourriture, les écrans, la distraction, la validation. Chaque fois que tu cèdes à l'appel de la facilité, ton cerveau enregistre une victoire et renforce le chemin neuronal de la fuite. C'est ainsi qu'il t'enferme dans un cercle vicieux. Plus tu cherches la satisfaction rapide, plus tu perds la capacité de ressentir la joie profonde. La discipline, dans cette perspective, devient un acte de résistance neuronale, un refus de cette servitude chimique. Il ne s'agit pas de se priver, mais de rééduquer ton esprit à différer la récompense, à la trouver dans le processus plutôt que dans le résultat. Quand tu commences à choisir la difficulté consciemment, un phénomène étrange se produit. Ton cerveau, d'abord révolté, finit par céder. Il découvre qu'il y a une forme de plaisir cachée dans la constance, une satisfaction plus fine,
plus durable, qui ne dépend pas de la dopamine instantanée, mais de la fierté silencieuse d'avoir résisté. Ce moment est décisif. C'est la première fissure dans l'empire du désir. La volonté profonde s'y engouffre, gagne du terrain, et peu à peu, les rôles s'inversent. Ce qui te paraissait pénible devient source d'équilibre. Ce qui te semblait sacrifice devient victoire intime. Tu cesses de fuir la lutte et tu commences à l'habiter. Mais la guerre ne s'arrête jamais vraiment. Même après des mois de discipline, le désir immédiat revient, rusé, déguisé en justification raisonnable. Il te dit que tu mérites une pause, que tu as assez donné. Il s'insinue dans tes pensées comme un parfum familier. C'est pour cela que la discipline véritable n'est pas une suite d'actes isolés, mais une vigilance permanente. Ce n'est pas un état qu'on atteint, c'est une posture qu'on entretient. Chaque jour, il faut choisir à nouveau la voie longue, la voie lente, celle qui ne promet rien d'autre que le progrès invisible. Et paradoxalement, c'est dans cette lenteur que réside la vraie liberté, celle de ne plus être esclave de ses impulsions. Il y a dans cette guerre intérieure une beauté tragique, car c'est dans la lutte que tu te rencontres toi-même. Les moments où tu doutes, où tu veux tout abandonner, ne sont pas des faiblesses, ce sont des preuves que la bataille se déroule bien à l'intérieur de toi, que la transformation est en cours. L'homme ou la femme disciplinée n'est pas celui qui a tué ses désirs, mais celui qui a su en faire des alliés. Le désir devient alors la flèche, la volonté en est l'arc. Ensemble, ils propulsent ton existence vers un but plus haut. Et ce but, ce n'est pas seulement la réussite, c'est la paix intérieure. Cette paix ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la réconciliation des deux forces. Le jour où ton esprit comprendra que la volonté n'est pas une punition imposée au plaisir, mais son prolongement conscient, tu cesseras de te battre. La discipline deviendra un mode d'être, non une contrainte. Tu te lèveras tôt, non par devoir, mais parce que cela fera sens. Tu travailleras avec rigueur, non par peur, mais par amour de la construction. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, ton cerveau commencera à aimer ce qu'il fuyait autrefois. Il découvrira une forme plus subtile de plaisir, celle de l'accomplissement. Car au fond, la guerre intérieure n'a qu'un seul objectif, t'enseigner à choisir la joie lente plutôt que le plaisir rapide, à comprendre que chaque instant de discipline est une victoire sur ta propre inertie. C'est la preuve que tu n'es plus gouverné par ton passé biologique, mais par ta conscience. Et cette conscience, cette lucidité qui s'élargit à mesure que tu résistes, est la naissance d'une liberté nouvelle, celle d'un esprit qui n'obéit plus à son corps, mais le guide. Voilà la première vraie tromperie du cerveau, lui faire croire qu'il a gagné, alors que c'est toi qui viens de reprendre le trône. Si l'on voulait comprendre pourquoi l'esprit humain se rebelle contre la discipline, il faudrait cesser de le juger moralement et apprendre à l'écouter comme on écouterait un animal nerveux, intelligent mais craintif, programmé pour associer chaque geste à une émotion, chaque effort a une conséquence. Le cerveau ne raisonne pas en concept, il parle le langage des sensations. Il récompense ce qui procure du plaisir et fuit ce qui génère de la douleur. C'est un système d'une logique impitoyable, presque mécanique, qui calcule sans cesse la balance entre coûts et bénéfices. Pour lui, la discipline, au début, est une punition, un effort perçu comme une menace contre l'équilibre chimique du bien-être. Chaque fois que tu forces ton corps à courir, à étudier, à refuser la tentation d'une distraction, ton cerveau envoie un signal d'alerte. Il libère du cortisol, l'hormone du stress, il proteste, il se contracte, il veut que tu arrêtes. Et lorsque tu cèdes, il te récompense par un flot de dopamine, cette molécule trompeuse qui te fait croire que tu as gagné. Mais en réalité, il t'a simplement apprivoisé à obéir à ton confort. C'est ainsi que, sans le savoir, des millions d'hommes et de femmes vivent prisonniers d'un système de récompenses invisibles, dressés comme des animaux de laboratoire. Le cerveau adore les raccourcis.
Il ne distingue pas la vraie victoire du soulagement momentané. Regarder une série, manger quelque chose de sucré, recevoir une notification, toutes ces choses activent les mêmes circuits de récompense que la réussite d'un objectif profond, mais sans la durée, sans la substance. C'est pourquoi tant de vies se consument dans la répétition de micro-plaisirs qui ne nourrissent rien. La discipline devient alors un acte de rébellion chimique. Elle consiste à refuser ces miettes de dopamine et à en redéfinir la source. Car le cerveau, aussi puissant soit-il, reste un élève malléable. Il apprend ce que tu lui enseignes. Il associe la joie à ce que tu répètes. Il finit toujours par aimer ce qui le récompense régulièrement. Si tu parviens à transformer l'effort en plaisir, la répétition en satisfaction, tu le trompes à son propre jeu. La clé réside dans la compréhension du rythme interne de la récompense. Le cerveau libère de la dopamine avant même que tu obtiennes ce que tu veux. C'est l'anticipation, plus que la possession, qui crée le plaisir. C'est ce mécanisme qu'il faut détourner. Au lieu d'attendre la réussite finale, il faut apprendre à se réjouir du processus lui-même, à trouver une forme de décharge positive dans le simple fait d'avancer. Quand tu dis à ton cerveau « nous progressons », il réagit comme un compagnon rassuré, et peu à peu, il associe la discipline non plus à la souffrance, mais à la stabilité. À ce moment précis, tu cesses d'être son prisonnier et tu deviens son architecte. Il ne s'agit plus de lutter contre lui, mais de redessiner son circuit de plaisir, d'en changer les repères. Mais il y a un piège. Le cerveau n'aime pas le vide. Si tu lui retires brutalement toutes ses sources de gratification immédiate, sans rien donner en retour, il se venge. Il te plonge dans l'irritation, la fatigue, la démotivation. Il veut te prouver que tu as tort de le priver. C'est pourquoi la transition vers une discipline aimée ne peut être brutale. Elle doit être subtile, progressive, presque tendre. Il faut le nourrir d'autres formes de plaisir. Celui de cocher une tâche accomplie, de sentir son corps se renforcer, de voir une page remplie de mots, de goûter la fatigue noble d'un effort achevé. Ces petites victoires sont les nouvelles friandises que ton cerveau apprendra à réclamer. La punition devient alors métamorphose. Tu ne lui retires pas le plaisir. Tu lui enseignes à le chercher ailleurs. La nature du cerveau est profondément adaptative. Ce qui hier encore provoquait la douleur peut demain devenir une source d'apaisement. Les coureurs le savent. Les premières foulées sont un supplice, puis, à force, le corps réclame l'effort. Le musicien, après des années d'entraînement, ressent du plaisir dans la répétition d'un même geste 1000 fois perfectionné. Ce n'est pas la discipline qui change, c'est la chimie intérieure. À mesure que la dopamine se lie à l'acte plutôt qu'au résultat, la frontière entre contrainte et plaisir s'efface. Le cerveau cesse de punir la rigueur et commence à la récompenser. Et c'est dans ce moment imperceptible, souvent après des semaines de lutte, que naît le miracle. Tu te surprends à aimer ce que tu détestais, à chercher ce que tu fuyais, à trouver du réconfort dans l'ordre que tu avais pris pour une cage. Cette transformation n'est pas magique, elle est le fruit d'une conversation constante entre toi et ton propre système nerveux. Chaque pensée, chaque geste, chaque habitude est une phrase dans ce dialogue. Tu lui dis par tes actes « Ceci est bon pour moi ». Et à force de répétition, il finit par te croire. C'est ainsi que l'on forge la discipline durable, non pas en écrasant le cerveau, mais en l'éduquant par la douceur et la cohérence. Il faut le tromper, certes, mais comme on trompe un enfant inquiet, en lui montrant que la douleur passagère mène à une joie plus vaste. Car au fond, la discipline n'est qu'un transfert de dépendance. On passe de la dépendance au plaisir immédiat à celle du progrès lent. Et cette seconde forme, bien qu'austère, élève l'être tout entier. Alors, lorsque ton cerveau proteste, lorsqu'il te dit que tu n'en peux plus, qu'il faut relâcher l'effort, ne le hais pas. Regarde-le comme un allié blessé qui n'a pas encore compris la route. Parle-lui, rassure-le, donne-lui une raison de continuer.
Dis-lui qu'il n'a rien à craindre, que la fatigue est temporaire, mais que la fierté dure. Et à chaque fois que tu choisis d'agir malgré la tentation de fuir, tu modifies légèrement sa structure, tu crées une nouvelle voie neuronale, un chemin plus solide vers la maîtrise. Un jour, sans que tu saches exactement quand, cette route deviendra la tienne par défaut. Tu te lèveras, tu travailleras, tu persévéreras, non plus en forçant ton cerveau, mais parce qu'il t'y poussera de lui-même. Et ce jour-là, la tromperie deviendra harmonie. Ton esprit et ton corps marcheront ensemble vers le même horizon, celui où la discipline n'est plus un effort, mais une nature retrouvée. À ce stade, il ne s'agit plus de comprendre le cerveau, mais de le manipuler. Non pas le dominer par la force, car toute contrainte brutale provoque sa rébellion, mais le tromper avec intelligence, le séduire, lui faire croire qu'il sort victorieux, alors que c'est toi qui reprends le pouvoir. C'est ici que commence la véritable maîtrise de soi, non pas un combat contre ton esprit, mais un art du camouflage intérieur. Le cerveau déteste la frustration, il la vit comme une menace. Il ne supporte pas l'idée de perdre, encore moins celle d'être contraint. Il faut donc lui offrir l'illusion de la victoire, lui donner le sentiment de choisir ce que tu lui imposes. Comme un stratège qui, face à un adversaire plus fort, ne cherche pas la bataille frontale, tu apprends à détourner ses instincts, à transformer sa résistance en énergie utile. Chaque acte de discipline devient alors une ruse douce, un jeu de perception où tu changes la signification de l'effort. La première règle du détournement est simple: diviser pour mieux régner. Le cerveau se décourage devant les grandes montagnes, il recule face à l'idée de long terme, mais il adore les petites victoires. C'est ainsi qu'il faut le nourrir. Ne pense pas à courir 10 kilomètres, pense à enfiler tes chaussures. Ne rêve pas d'écrire un livre, contente-toi d'écrire une phrase. Ces micro-objectifs sont des pièges bienveillants. Ils contournent la peur du tout pour séduire l'esprit par la facilité du premier pas. À chaque petite réussite, ton cerveau libère un peu de dopamine. Il te félicite, il t'encourage sans savoir que tu l'emmènes là où il ne voulait pas aller. Le secret, c'est de lui donner des raisons d'être fier avant qu'il ait le temps de se rebeller. Peu à peu, il associe la discipline non pas à la douleur, mais à la gratification immédiate du progrès. Tu n'as plus besoin de le forcer, car il commence à réclamer ses propres victoires. Le deuxième principe est la ritualisation. Le cerveau aime la répétition, car elle le rassure. Chaque habitude devient un ancrage chimique. Plus tu répètes un geste, moins il demande d'effort. C'est pourquoi les rituels sont les portes secrètes de la discipline. Si tu transformes l'effort en routine, il cesse d'être perçu comme un danger. Ton esprit ne se demande plus s'il en a envie, il le fait parce que c'est devenu une évidence. Le rituel est la plus subtile des manipulations, car il transforme la volonté en automatisme. C'est ainsi qu'un acte volontaire finit par devenir une seconde nature. Les premiers jours, il faut jouer un rôle, se convaincre de la nécessité. Après quelques semaines, le rôle devient ta réalité. La répétition a le pouvoir de changer la signification même de la fatigue. Elle cesse d'être un obstacle, elle devient le signe d'un travail accompli. Mais pour tromper ton cerveau durablement, il faut aussi apprendre à récompenser la progression, non la perfection. L'esprit humain, lorsqu'il poursuit un idéal inaccessible, s'épuise avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Le perfectionnisme est la plus dangereuse des prisons. Il décourage avant même d'avoir commencé. Le détournement consiste à déplacer la récompense, ne plus attendre la gloire finale, mais savourer le simple fait d'avancer. Le cerveau adore sentir qu'il progresse, même lentement. Il suffit d'un indicateur, d'un signe tangible, une liste de tâches cochées, un journal rempli, un corps qui s'allège, un souffle qui s'améliore, pour qu'il comprenne qu'il gagne. Et tant qu'il croit gagner, il coopère. Le plaisir devient alors le moteur secret de la rigueur. Vient ensuite le jeu de la narration. Le cerveau est une machine à histoire. Il donne du sens à tout ce que tu fais.
Si tu ne lui fournis pas une histoire qui justifie tes efforts, il en inventera une pour t'en détourner. Il dira « À quoi bon ? Ce n'est pas pour toi. Personne ne verra tes sacrifices. » Il faut donc reprendre la plume et réécrire le récit intérieur. Transforme ton entraînement en quête, ta fatigue en preuve de courage, tes échecs en chapitre d'un apprentissage. Si tu changes le sens symbolique de ce que tu vis, tu changes la chimie de ton cerveau. Une douleur perçue comme injuste détruit, mais une douleur vécue comme nécessaire construit. C'est ainsi qu'on détourne l'instinct de fuite en instinct de conquête. Le cerveau, dupé par le sens, accepte le sacrifice parce qu'il y voit un rôle héroïque à jouer. Enfin, il faut apprendre à doser le manque et la récompense, comme on dresse un animal noble. Si tu offres la gratification trop tôt, l'esprit se relâche. Si tu la retiens trop longtemps, il se révolte. Il faut maintenir une tension juste, une danse entre la promesse et la délivrance. C'est ce que les maîtres d'arts martiaux comprenaient. La discipline ne se bâtit pas dans la privation totale, mais dans le rythme précis des encouragements. Ton cerveau apprend mieux dans la lumière de la réussite que dans l'ombre de la punition. Chaque fois que tu reconnais ton progrès, que tu célèbres ton endurance, tu consolides le lien entre rigueur et plaisir. Ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie biologique. Ainsi, petit à petit, tu construis un nouveau système de récompense intérieure. Le cerveau, qui hier encore se nourrissait de distractions et de confort, commence à se rassasier d'efforts et de constance. Tu l'as trompé, oui, mais pour son bien. Il croit avoir gagné, alors que c'est toi qui es devenu maître du jeu. Et cette illusion, paradoxalement, est le début de la vérité. Tu n'es plus victime de tes impulsions, mais ingénieur de tes instincts. Là où autrefois la discipline était une bataille, elle devient une forme d'art, celle de transformer la contrainte en plaisir, la résistance en jeu, l'obligation en désir. Tu découvres alors le secret le plus ancien des sages et des guerriers. La liberté commence quand tu cesses de vouloir vaincre ton esprit et que tu apprends à le tromper avec bienveillance. Parce qu'au fond, le cerveau n'a jamais été ton ennemi. Il attendait simplement que tu lui montres comment gagner autrement. Il arrive un moment, presque imperceptible, où la discipline cesse d'être une lutte quotidienne et commence à devenir une seconde nature. Ce passage est si discret qu'on ne le remarque pas tout de suite. Il se produit dans le silence intérieur, là où la volonté cesse de crier et commence simplement à être. Ce n'est plus un effort conscient, ni un combat contre soi-même, mais un mode d'existence, une respiration. Le cerveau, qu'on a d'abord trompé, finit par se laisser convaincre que la rigueur fait partie de lui. Ce qui, autrefois, exigeait du courage, devient maintenant un réflexe. Et dans ce basculement subtil, une transformation profonde s'opère. Tu n'es plus quelqu'un qui se force à être discipliné. Tu es quelqu'un pour qui la discipline est devenue naturelle, presque instinctive. Ce n'est pas la récompense de quelques jours d'effort, mais le fruit d'une lente métamorphose de l'esprit. Au commencement, tu devais ruser, négocier avec ton propre corps, promettre des récompenses à ton cerveau pour qu'il accepte la contrainte. Mais à mesure que les semaines s'écoulent, quelque chose change. Le plaisir n'est plus lié au résultat, il s'enracine dans le processus. Le simple fait de répéter un geste, d'accomplir une tâche, d'avancer pas à pas, suffit à créer une paix nouvelle. C'est le moment où la discipline cesse d'être une cage et devient un abri. Tu découvres que la régularité te protège du chaos, qu'elle te structure comme un squelette invisible. Les jours ne sont plus des combats isolés, mais des lignes d'une même partition. Et tu apprends à entendre la musique cachée derrière la répétition. Chaque action trouve sa place, chaque habitude devient une note juste, et ta vie se transforme en rythme. Le cerveau, lui, finit par comprendre ce que tu cherches à lui enseigner depuis le début. La discipline n'est pas une privation, mais une économie du chaos. Il réalise que la fatigue qu'il redoutait est moins douloureuse que la dispersion qu'il subissait.
Il découvre le confort de la clarté, la sérénité d'un esprit ordonné. Les voies neuronales, forgées par la répétition, deviennent des routes sûres, familières, sur lesquelles les pensées circulent sans effort. Et alors, sans même t'en apercevoir, tu commences à aimer cette stabilité que tu craignais. Ton cerveau a été reprogrammé. La dopamine qu'il cherchait jadis dans les distractions, il la trouve désormais dans la constance. C'est ainsi que naît l'identité nouvelle, forgée non dans les grandes décisions, mais dans la persévérance quotidienne. Cette transformation est silencieuse, car elle ne se manifeste pas dans les cris de la victoire, mais dans l'apaisement du doute. Le véritable signe que la discipline est devenue identité, c'est la disparition du dialogue intérieur. Il n'y a plus de négociation, plus de résistance. Le matin, tu te lèves, non pas parce que tu te l'imposes, mais parce que c'est devenu ton mouvement naturel. Tu travailles, tu apprends, tu t'entraînes, non plus pour prouver quelque chose, mais parce que tu ne saurais faire autrement. Ce n'est plus un choix moral, mais une expression de ton être. Et cette continuité tranquille te donne une force que rien d'extérieur ne peut ébranler. Là où autrefois chaque décision était un fardeau, tu avances maintenant dans un état de fluidité. Pourtant, il ne faut pas croire que ce moment signe la fin du combat. Il marque plutôt une mutation du champ de bataille. L'ennemi ne se trouve plus dans la tentation visible, mais dans la complaisance, dans le risque de transformer la discipline en rigidité. Ce qui était un outil peut devenir une prison si tu oublies le sens qui l'animait. La discipline véritable ne consiste pas à répéter mécaniquement, mais à rester conscient dans la répétition. Il faut préserver la vivacité intérieure, la flamme de la volonté consciente qui veille derrière l'habitude. Sinon, la rigueur se transforme en routine morte, en automatisme dépourvu d'âme. Le cerveau adore la sécurité et il peut, par excès de discipline, s'y enfermer à nouveau. C'est pourquoi la transformation silencieuse exige de la vigilance. Il faut rester vivant dans l'ordre, éveillé dans la stabilité. Mais si tu parviens à garder cette lucidité, la discipline devient alors ton identité la plus noble. Elle te relie à quelque chose de plus grand que toi, une vision, une continuité, une cohérence. Tu cesses de dépendre des motivations changeantes, des humeurs, des circonstances. Tu deviens stable, prévisible pour toi-même, et cette prévisibilité est une forme de liberté. Le monde extérieur peut s'effondrer, les autres peuvent se disperser, mais toi, tu demeures. Ce n'est pas l'orgueil du contrôle, mais la paix du centrage. La discipline n'est plus un mur contre le chaos, elle devient une rivière qui l'ordonne. Et dans cette constance nouvelle, tu découvres une beauté discrète, presque mystique, celle du mouvement répété qui, à force d'être accompli, se charge de sens. C'est l'artisan qui polit la même pièce jusqu'à la perfection, le moine qui médite chaque jour sur le même souffle, l'écrivain qui remplit page après page sans savoir quand viendra la reconnaissance. Ces gestes modestes, répétés dans le silence, façonnent un être solide, aligné, invincible. Tu comprends alors que le pouvoir de la discipline ne réside pas dans la force, mais dans la continuité. C'est elle qui t'élève, qui te façonne, qui t'arrache au hasard. Un jour, peut-être, tu regarderas en arrière et tu verras combien tu as changé. Tu ne reconnaîtras plus celui ou celle qui doutait de sa capacité à persévérer, car cette personne a disparu dans la lente métamorphose. Le cerveau que tu devais tromper autrefois est devenu ton complice. Il agit pour toi, non contre toi. Ce n'est plus un instrument capricieux, mais un allié discipliné, presque loyal. Il a compris enfin que la stabilité n'est pas une mort du plaisir, mais son accomplissement. Et c'est là que naît la vraie liberté intérieure. Quand la rigueur cesse d'être une résistance et devient ton souffle naturel, ta forme d'amour la plus pure envers toi-même. Car aimer la discipline, c'est cesser de s'abandonner au hasard. C'est choisir, chaque jour, de redevenir ce que tu es. C'est une idée qui heurte au premier abord, presque scandaleuse pour un esprit moderne habitué à confondre liberté et absence de limites.
Et pourtant, plus tu avances dans ta discipline, plus tu comprends que la contrainte n'est pas l'ennemi de la liberté, mais sa condition. Car sans cadre, il n'y a pas de direction. Sans règle, il n'y a pas de forme. Sans exigence, il n'y a pas de profondeur. Le chaos de la liberté totale n'est pas une promesse, mais une noyade. L'être humain livré à ses impulsions devient esclave de ce qu'il croit désirer. C'est là le paradoxe fondamental. Plus tu cherches à t'affranchir de toute règle, plus tu tombes sous la domination de ton propre désordre. La liberté véritable ne commence qu'au moment où tu acceptes la contrainte choisie, celle que tu t'imposes consciemment, non par peur, mais par amour de ta propre maîtrise. Dans l'univers, tout ce qui persiste est structuré par une limite. Les planètes obéissent à la gravité. Les rivières suivent le lit qui les contient. Le corps humain ne respire que dans un certain rythme, et l'esprit lui-même ne pense qu'à l'intérieur d'un langage. L'absence totale de frontières, c'est la dispersion, l'évaporation, c'est la mort de la forme. En te disciplinant, tu ne t'enfermes pas, tu dessines ton espace vital. Tu deviens comme le sculpteur qui, en taillant la pierre, retire ce qui empêche la statue d'apparaître. La contrainte n'est pas la négation de la liberté, elle en est l'outil. Plus tu resserres le cadre, plus tu permets à ton énergie de se concentrer, de produire, de s'élever. Sans la résistance de la matière, le sculpteur ne ferait rien. Sans la rigueur, ton esprit ne créerait que du brouillard. Ton cerveau, qui autrefois cherchait à tout éviter, commence maintenant à comprendre la puissance de cette logique inverse. Là où il fuyait la difficulté, il découvre l'étrange ivresse du contrôle. C'est une ivresse sobre, une clarté, une légèreté dans le poids de l'effort. Il ressent que la règle n'est pas une punition, mais un refuge contre la dispersion. Car dans la contrainte, il n'a plus à choisir 1000 directions. Il suit une voie, une seule, et cela l'apaise. La discipline agit comme une boussole fixe dans un monde saturé de stimulation. Elle redonne du sens à ce que la liberté brute avait vidé. C'est pourquoi les esprits les plus puissants ont toujours cherché la contrainte, non pas imposée par d'autres, mais construite par eux-mêmes. Nietzsche, les stoïciens, les moines, les maîtres d'arts martiaux, tous savaient que la liberté se gagne par la rigueur. Ils ont compris que l'ordre n'éteint pas la flamme, il lui donne une direction. Cette découverte n'est pas immédiate. Au début, tu ressens la discipline comme une privation, un renoncement à tout ce que la vie semble offrir. Mais avec le temps, tu découvres qu'en refusant 1000 choses, tu en gagnes une, la cohérence. Et cette cohérence te libère d'une fatigue invisible, celle de courir dans tous les sens, de répondre à toutes les sollicitations, de chercher dans le désordre ce que seul le cadre peut donner. L'esprit dispersé croit vivre 1000 vies, mais il ne vit aucune. Celui qui se concentre sur une voie, au contraire, approfondit chaque instant. Il ne perd plus son énergie à résister à tout, il la canalise. La discipline devient ainsi une économie sacrée de la vie. Ce que tu perds en diversité, tu le gagnes en intensité. Ce que tu sacrifies en spontanéité, tu le retrouves en clarté. C'est là que réside la beauté du paradoxe. La contrainte volontaire élargit ton monde intérieur. Elle t'apprend à trouver la liberté non dans la fuite, mais dans la maîtrise. Elle t'oblige à faire la paix avec le réel, à aimer la lenteur, à comprendre que chaque limite est un miroir qui te renvoie à toi-même. Les chaînes que tu croyais t'imposer deviennent les contours de ta liberté. Et plus tu t'y attaches, plus elles disparaissent. Tu finis par ne plus les sentir, car elles ne viennent plus de l'extérieur. Elles émanent de ton choix. Ce que tu imposes à toi-même n'est plus une cage, mais une architecture. Le mur devient mur porteur. Il est frappant de constater que les êtres les plus libres sont souvent ceux qui vivent dans les structures les plus rigides. Le danseur qui répète sans relâche les mêmes mouvements finit par atteindre une grâce naturelle qui donne l'illusion de la liberté absolue. Le moine qui médite chaque jour dans la même posture finit par transcender le corps. Le soldat, le musicien, l'écrivain,
Tous trouvent leur grandeur dans une forme d'obéissance à un ordre supérieur, un rythme, une loi, une mission. C'est en se soumettant à une règle qu'ils accèdent à l'état de liberté que l'indiscipliné cherche en vain dans le désordre. Ton cerveau, lorsqu'il comprend cela, cesse de confondre rigueur et esclavage. Il découvre que la vraie servitude n'est pas dans la contrainte, mais dans la dépendance à ses impulsions. La liberté, dans son essence, n'est pas l'absence de limites, mais la capacité à les choisir. Être libre, ce n'est pas pouvoir tout faire, c'est pouvoir se dire non. C'est pouvoir se retenir, non par peur, mais par lucidité. C'est pouvoir dire « je ne veux pas tout, je veux ce qui compte ». Et quand cette phrase s'enracine dans ton esprit, une paix nouvelle s'installe. Tu ne cherches plus à échapper à ta discipline, car elle n'est plus une barrière, elle est devenue ton horizon. Le cerveau, enfin apaisé, cesse de réclamer des distractions. Il goûte la saveur rare de la simplicité. Tu n'as plus besoin de 1000 choix, car tu as trouvé ton axe. Le paradoxe du contrôle, c'est que tu finis par ne plus avoir besoin de contrôler. Plus tu avances dans la maîtrise, moins tu ressens la tension du vouloir. La discipline devient un état naturel, presque spirituel. Elle te relie à quelque chose de stable, d'immobile en toi. C'est là que naît la véritable liberté, dans la contrainte choisie, dans la répétition consciente, dans la rigueur aimée. Tu comprends que ce que tu appelais « limite » était en réalité une porte, et que la main qui la fermait sur toi n'était pas celle d'un geôlier, mais la tienne. Et dans ce silence intérieur où tout se resserre, tu découvres enfin l'espace immense que seule la contrainte rend possible, celui d'un esprit libre, ordonné, souverain. Tout au long de cette traversée, quelque chose s'est déplacé sans que tu t'en rendes vraiment compte. Ce qui autrefois n'était qu'un effort répété, une bataille contre tes instincts, est devenu un langage intérieur, une manière d'exister plus vaste, plus silencieuse, presque lumineuse. Tu n'obéis plus à la discipline comme à une loi étrangère. Tu la portes en toi comme une respiration naturelle. Elle ne t'impose plus de limites, elle t'élève. Ce n'est plus une contrainte que tu subis, mais une promesse que tu tiens envers toi-même. Tu découvres que l'amour de la discipline n'est pas un amour du contrôle, mais un amour du devenir. C'est une tendresse lucide pour la version future de toi-même, celle qui naît de chaque renoncement, de chaque victoire discrète sur l'ancien toi. Aimer la discipline, c'est aimer ce mouvement invisible qui te transforme sans cesse, qui te fait mourir et renaître chaque jour, non par miracle, mais par persévérance. Le cerveau, que tu as appris à tromper, à guider, à éduquer, est maintenant ton allié le plus fidèle. Il ne résiste plus à l'effort, il l'attend. Il ne fuit plus la douleur, il la comprend. Il sait que chaque inconfort porte en lui une graine de croissance. Cette conversion est la véritable renaissance. Ton système intérieur, autrefois esclave de la facilité, s'est réorienté vers la grandeur. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu es devenu ton propre écosystème, ordonné, équilibré, paisible. L'énergie que tu perdais autrefois à te débattre entre désir et culpabilité s'est transformée en une force tranquille. C'est la paix active, cette forme de sérénité qui naît non de la passivité, mais de la maîtrise. Le plaisir que tu cherches n'est plus dans la consommation, mais dans la création. Tu découvres la joie simple d'être le sculpteur de ton propre esprit. Cette transformation n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne se mesure pas à la richesse, à la reconnaissance ou aux applaudissements. Elle se ressent dans les détails, la manière dont tu te tiens face à la fatigue, la façon dont tu choisis le silence plutôt que la dispersion, le regard clair que tu portes sur ce que tu dois faire, même lorsque personne ne te regarde. Aimer la discipline, c'est aimer ce moment fragile où tu pourrais céder, mais où tu décides de rester fidèle à toi-même. C'est dans ce choix répété, humble et invisible, que se construit la dignité intérieure. Et cette dignité ne dépend plus de rien, ni des circonstances, ni des opinions.
elle est devenue ta colonne vertébrale. La renaissance mentale ne se manifeste pas par un cri de victoire, mais par un murmure de reconnaissance. Tu commences à comprendre que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, la réussite, la force, la confiance, se trouve déjà là, enfoui sous des couches d'oubli et de peur. La discipline agit comme une excavation lente. Elle retire la poussière des automatismes, les débris des excuses, et révèle peu à peu le noyau intact de ta volonté. Ce noyau n'a jamais disparu, il attendait simplement que tu cesses de l'étouffer. Ce que tu appelles discipline n'est donc qu'un processus de révélation. Ce n'est pas une addition, mais une soustraction. Tu n'ajoutes rien à ton être, tu enlèves ce qui l'empêchait de respirer. Le cerveau, dans son humilité chimique, devient le théâtre de cette renaissance. Chaque habitude réécrite, chaque résistance transformée, chaque émotion apprivoisée modifie sa structure. Ce n'est plus le même organe qu'au début de ton parcours. Il est plus souple, plus attentif, plus confiant. Il ne t'envoie plus des signaux d'alarme dès qu'un défi surgit, car il a appris à distinguer la douleur qui détruit de celle qui élève. Il comprend maintenant que la rigueur n'est pas une punition, mais une preuve d'amour envers soi-même. Tu lui as appris que la vraie récompense ne se trouve pas dans la détente, mais dans la croissance. Et il te remercie à sa manière, par la clarté, la concentration, la paix. Mais cette paix n'est pas un arrêt. Elle n'est pas un repos éternel, mais une stabilité en mouvement. La renaissance mentale est un état de perpétuelle métamorphose. Elle t'enseigne que la discipline n'a pas de fin, parce qu'elle n'est pas un but. Elle est un chemin, un art de continuer à se créer soi-même. Chaque jour devient une occasion de recommencer, non parce que tu es imparfait, mais parce que tu es vivant. Tu apprends à aimer ce recommencement, cette éternelle incomplétude, ce sentiment d'être toujours en train de devenir. La discipline cesse alors d'être un instrument de domination de soi pour devenir une manière d'honorer la vie. Tu regardes en arrière et tu vois l'ancien toi, celui qui cherchait la facilité, qui croyait que la liberté consistait à faire ce qu'il voulait. Tu ressens pour lui non pas du mépris, mais de la gratitude. C'est grâce à lui, à ses erreurs, à sa paresse, que tu as appris à vouloir autre chose. Tu ne renies pas ton passé, tu le réintègres. La discipline t'a réconcilié avec tes faiblesses, car tu sais maintenant qu'elles étaient les portes de ton évolution. Le cerveau, autrefois ton maître, est devenu ton disciple. Et dans cette inversion tranquille du pouvoir, tu redécouvres la noblesse de l'effort, non plus comme un moyen, mais comme une fin. Aimer la discipline, c'est aimer cette tension entre ce que tu es et ce que tu peux encore devenir. C'est comprendre que la vie elle-même est une alternance de contraintes et de libération, un souffle qui se resserre pour mieux se dilater. L'esprit discipliné ne cherche plus à échapper à la difficulté. Il l'accueille comme un signal de transformation. Il sait que chaque résistance contient une vérité à apprendre, chaque inconfort, une liberté à conquérir. La renaissance mentale, c'est cela. Non pas un changement soudain, mais un éveil graduel, une fidélité à la lenteur du progrès. Et un jour, sans savoir quand, tu te surprends à aimer ce que tu redoutais. Tu marches dans le froid du matin sans te plaindre. Tu travailles longtemps sans chercher la distraction. Tu ressens dans la rigueur une forme de douceur. Ce jour-là, tu comprends que ton esprit est devenu un espace habitable. Le bruit intérieur s'est tu, remplacé par une clarté simple. Tu ne cherches plus à tromper ton cerveau, car il n'y a plus de tromperie. Il ne reste qu'un dialogue harmonieux entre toi et toi-même, une alliance secrète entre le désir et la volonté. Tu n'as plus besoin de discipline, parce que tu es devenu la discipline. Et dans cette union apaisée, tu découvres enfin ce que voulait dire aimer sa propre évolution. C'est aimer la vie sous sa forme la plus exigeante, mais aussi la plus pure, celle de l'être humain qui choisit chaque jour de se recréer en conscience.